Une fillette pauvre de 6 ans demande à un millionnaire paralysé s'il échangerait ses restes contre un miracle. « Je peux te faire marcher de nouveau », murmure-t-elle à travers les grilles de fer de son manoir. Il rit si fort que son fauteuil roulant en trembla, mais lorsque ses petites mains touchèrent ses jambes inertes, quelque chose d'impossible se produisit. Une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis 20 ans parcourut sa colonne vertébrale comme un éclair. Mais ce n'était que le début de la transformation la plus choquante que quiconque ait jamais vue. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Le vent de décembre hurlait dans les rues désertes de Millbrook Heights, où les manoirs se dressaient comme des géants endormis derrière leurs hautes grilles. À l'intérieur du plus grand d'entre eux, Alexander Quint était assis dans son fauteuil roulant sur mesure, fixant les flammes d'encens dans sa cheminée de marbre. Le millionnaire de 45 ans possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il se sentait plus vide que les rues abandonnées à l'extérieur. 20 ans. 20 longues années depuis l'accident qui lui avait volé ses jambes et son envie de vivre. Le conducteur ivre qui avait percuté sa voiture s'en était sorti sans une égratignure, tandis que la colonne vertébrale d'Alexander s'était brisée comme une brindille. Ironie du sort, il avait bâti sa fortune dans la technologie médicale, créant des appareils qui aidaient les autres à marcher. Pourtant, lui restait prisonnier de ses roues. Son chef était parti depuis des heures, laissant sur la grande table un festin pour 10 personnes. Alexander ne mangeait plus beaucoup. La nourriture avait perdu sa saveur, comme tout le reste de son monde. Le poulet rôti intact, la purée crémeuse et les petits pains chauds finiraient sans doute à la poubelle, comme chaque soir. L'horloge du couloir sonna 9 coups lorsqu'un événement impossible survint. Un léger coup résonna dans le silence du manoir. Alexander se figea. Plus personne ne venait le voir. Son ex-femme, Caroline, avait pris la moitié de sa fortune avant de disparaître avec son coach personnel. Ses associés ne l'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de sa signature. Même son propre frère ne lui avait pas parlé depuis 5 ans. Le coup retentit de nouveau, plus insistant cette fois. Alexander fit rouler son fauteuil jusqu'à l'écran de sécurité et eut un hoquet. Devant son portail se tenait une minuscule silhouette dans un manteau rose en lambeaux, à peine assez grande pour atteindre le bouton de l'interphone. C'était une fillette, 6 ou 7 ans tout au plus, avec des mèches blondes emmêlées dépassant d'un vieux bonnet de laine. « Bon sang !» marmonna Alexander en appuyant sur le bouton. « Petite, où sont tes parents ? Ils gèlent dehors. » L'enfant leva les yeux vers la caméra. Elle avait les plus grands et plus lumineux yeux bleus qu'il ait jamais vus. Sa voix, douce comme un souffle, l'obligea à tendre l'oreille malgré le vent. « Je m'appelle Sophia. J'ai senti votre dîner depuis la rue. Ma maman et moi, nous n'avons pas mangé depuis 2 jours. » Elle fit une pause, puis dit quelque chose qui glaça le sang d'Alexander. « Je vais vous échanger quelque chose d'incroyable contre vos restes. Je peux vous faire marcher à nouveau. » Alexander éclata de rire, un rire amer et creux qui résonna dans son manoir vide. « Marcher, petite ? J'ai dépensé des millions pour voir les meilleurs médecins du monde. S'ils n'ont pas pu me réparer, qu'est-ce qui te fait croire qu'une gamine de 6 ans le pourrait ? » Mais Sophia ne s'enfuit pas comme la plupart des enfants l'auraient fait face à un homme amer et brisé. Elle colla plutôt son petit visage contre les barres glacées du portail. « Ma grand-mère m'a parlé des miracles avant de partir au ciel. Elle disait, les choses brisées peuvent être réparées si tu crois assez fort. Moi, je crois en vous, Monsieur Quint. » Quelque chose dans sa voix serra la poitrine d'Alexander. Comment connaissait-elle son nom ? Il n'était plus apparu dans les journaux depuis des années, il n'avait pas quitté son manoir depuis des mois. Pourtant, cette enfant mystérieuse parlait avec une certitude, une foi si pure que, l'espace d'un instant, il la crut presque. C'est absurde, se dit-il. Mais son doigt planait déjà au-dessus du bouton d'ouverture du portail. Je deviens fou. Contre toute logique, Alexander ouvrit la grille. Il fit rouler son fauteuil jusqu'à la porte d'entrée et observa la petite silhouette avancer dans l'allée, laissant de petites empreintes dans la neige légère. Lorsqu'elle atteignit son perron, il constata qu'elle était encore plus petite qu'il ne l'avait pensé, pas plus de 6 ans, les joues rosies et les lèvres bleuies par le froid. « Entre, avant de geler sur place », grogna Alexander en reculant son fauteuil. « Mais je veux que tu saches que c'est insensé.
J'enfreins probablement une cinquantaine de lois en laissant entrer une enfant inconnue chez moi. Sophia franchit le seuil et poussa aussitôt un petit cri d'émerveillement devant la splendeur du manoir. Le marbre luisait sous les lustres de cristal, et des tableaux valant plus que la maison de la plupart des gens tapissaient les murs. Mais ses yeux ne se posèrent pas sur le luxe. Ils restaient fixés sur la salle à manger où attendait le festin intact d'Alexander. « Oh là là !» murmura-t-elle en joignant ses petites mains. « Il y a tellement de nourriture, ça pourrait nourrir ma maman et moi pendant une semaine. » Alexander ressentit une étrange douleur au fond de la poitrine. Quand avait-il eu faim, vraiment faim, pour la dernière fois? Quand avait-il apprécié quelque chose d'aussi simple qu'un repas chaud? « Prends ce que tu veux, dit-il doucement. Mon chef en fait toujours trop de toute façon. Sophia s'avança vers la salle à manger, mais s'arrêta brusquement. Elle se retourna pour le regarder. D'abord, je dois tenir ma promesse. J'ai dit que je te ferais marcher à nouveau. Petite, j'apprécie l'idée, mais... Est-ce que je peux toucher tes jambes? Demanda-t-elle d'une voix si innocente qu'Alexander ne trouva pas la force de refuser. Il y avait quelque chose de différent chez cet enfant. Peut-être sa façon de le regarder sans pitié. Ou sa manière de parler des miracles comme s'ils étaient aussi réels que la neige dehors. Ou alors peut-être qu'il était simplement devenu si désespéré de contact humain qu'il avait perdu la raison. Très bien, murmura-t-il, presque à voix basse. Mais quand rien ne se passera, je veux que tu manges quelque chose, puis tu me diras où tu habites pour que je te ramène chez toi en sécurité. Sophia hocha la tête avec sérieux et s'agenouilla près de son fauteuil roulant. Ses petites mains paraissaient minuscules contre ses jambes inertes. Depuis 20 ans, Alexander ne ressentait plus rien en dessous de la taille. Ni douleur, ni sensation. Les médecins avaient été clairs, sa moelle épinière était sectionnée, les nerfs détruits, aucun espoir. Mais quand les paumes chaudes de Sophia pressèrent ses genoux, l'impossible se produisit. Une décharge d'électricité remonta le long de sa colonne vertébrale, semblable à la foudre. Pas de douleur, il se souvenait encore de la douleur d'avant l'accident. Non, ceci était autre chose. C'était une sensation. Une vraie. Pure, indéniable. Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Qu'est-ce que tu... » commença-t-il, mais les mots moururent dans sa gorge. Parce que, pour la première fois en 20 ans, il sentait ses jambes. Pas complètement. C'était comme un souffle lointain, comme le sang revenant doucement dans un membre engourdi. Mais c'était là. Réel. Impossible. Sophia leva vers lui ses incroyables yeux bleus et lui offrit le plus beau sourire qu'il eût jamais vu. « Je te l'avais dit, dit-elle simplement. Les miracles arrivent quand les gens croient les uns en les autres. » Alexander baissa les yeux, bouleversé. Il essaya de bouger ses orteils, et perçut un léger frémissement. Infime, presque imperceptible. Mais pour lui, c'était comme assister à la naissance d'une étoile. « Comment ? » balbutia-t-il. « Comment est-ce possible ? » « L'amour, répondit Sophia comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Ma grand-mère disait que l'amour peut tout guérir. Elle me l'a appris avant que le cancer ne l'emporte. De vraies larmes commencèrent à couler sur les joues d'Alexander. Il n'avait pas pleuré depuis le jour de l'accident. Il avait bâti autour de son cœur des murs si épais que rien ne pouvait les franchir. Mais cet enfant, cette incroyable petite fille, venait de faire ce que les plus grands esprits médicaux du monde avaient jugé impossible. « Qui es-tu » murmura-t-il. Sophia se redressa et épousseta son manteau usé. « Je suis juste Sophia, et j'ai très, très faim. » Alexander ne pouvait détacher ses yeux de ses jambes. La sensation gagnait en intensité. Pas beaucoup, mais assez pour le convaincre que, d'une façon ou d'une autre, cet enfant venait de changer son monde. « Prends tout ce que tu veux dans la cuisine, » dit-il d'une voix encore tremblante. « Prends tout. J'appellerai mon chauffeur pour te ramener, et je veillerai à ce que toi et ta maman ne manquiez plus jamais de nourriture. » Mais Sophia secoua la tête. « Je ne veux pas de ton argent, monsieur Quin. Je veux t'aider à marcher de nouveau. Vraiment marcher, pas seulement sentir tes jambes. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?
Ce n'était que le début, répondit-elle d'une voix d'enfant portant un poids de sagesse incroyable. Mais je devrai revenir chaque jour, aussi longtemps qu'il le faudra. Le cœur d'Alexander battait à tout rompre. Pas de peur. D'espoir. Une chose qu'il n'avait pas ressentie depuis 20 ans. Et ta mère? Elle doit être inquiète pour toi. Ma maman travaille 3 emplois pour payer notre minuscule appartement, dit tristement Sophia. Elle ne rentrera pas avant très tard. Elle ne sait pas que je sors parfois chercher de la nourriture. L'idée de cette petite fille errant seule la nuit dans des rues dangereuses réveilla chez Alexander des instincts protecteurs qu'il croyait disparus. Ce n'est pas sûr. Tu aurais pu être blessé, ou pire. Mais je ne l'ai pas été, répliqua Sophia avec la logique simple d'un enfant. Je t'ai trouvé. Et toi, tu m'as trouvé. Ma grand-mère disait toujours qu'il n'y a pas d'accident, seulement des miracles qui attendent de se produire. Comme pour confirmer ses paroles, Alexander sentit un autre frisson parcourir ses jambes. Cette fois, il jurait avoir vu son pied gauche bouger légèrement. Pas beaucoup, un minuscule geste, mais aussi réel que les larmes sur son visage. Je ne comprends rien à tout ça, avoua-t-il. Tu n'as pas besoin de comprendre les miracles, dit Sophia en attrapant un petit pain. Tu dois seulement y croire. Elle en prit une bouchée et ferma les yeux de bonheur. C'est la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Alexander la regardait manger, conscient de ce qu'était la vraie faim. Honteux, aussi, de tous ces repas gaspillés, de toutes ces bénédictions qu'il n'avait pas su apprécier. Cet enfant n'avait rien. Pourtant, elle venait de lui donner l'inestimable, la première lueur d'espoir depuis 20 ans. Mais en l'observant, une pensée terrible l'assaillit. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si son esprit désespéré lui jouait des tours? Et si, demain, le charme se dissipait, et qu'il se réveillait aussi brisé et seul qu'avant? Sophia, dit-il avec précaution. Et si ça ne marche pas? Et si demain je ne ressens plus rien? Elle leva les yeux, les joues pleines de miettes, avec une confiance absolue dans son regard. Alors on réessaiera. Encore et encore. Jusqu'à ce que ça marche. Mais si tu veux marcher à nouveau? Coupa-t-elle, sa petite voix soudain ferme. Plus que tout au monde. Alors arrête de demander et si, et commence à demander et après. Alexander resta sans voix. Cette fillette de 6 ans venait de lui donner un meilleur conseil que tous ses thérapeutes hors de prix réunis. Et après, alors, demanda-t-il doucement. Sophia termina son petit pain et le fixa sérieusement. Après, tu me laisses t'aider. Et toi, tu m'aides à aider ma maman. On prend soin l'un de l'autre. Comme les familles le font. Mais nous ne sommes pas une famille, Sophia. Nous venons de nous rencontrer. La famille, ce n'est pas que le sang, dit-elle en répétant des mots trop sages pour son âge. La famille, ce sont les gens qui n'abandonnent pas les uns les autres. Alexander sentit sa poitrine se serrer encore. Quand quelqu'un n'avait-il pas abandonné sur lui, la dernière fois? Même lui s'était abandonné. D'accord, souffla-t-il. Que veux-tu que je fasse? Le visage de Sophia s'illumina comme un matin de Noël. D'abord, tu dois croire. Vraiment croire. Pas seulement avec ta tête, mais avec ton cœur. Je ne suis pas sûre de me souvenir comment on fait, murmura Alexander. Ce n'est pas grave, répondit Sophia en posant sa petite main sur la sienne. Je croirai pour nous deux, jusqu'à ce que tu te rappelles. Au contact de sa paume chaude, Alexander sentit l'impossible sensation dans ses jambes s'intensifier. Cette fois, il en fut certain, son pied droit avait bougé. Un infime tressaillement, mais indéniable. Tu as vu ça? Chuchota Théil. Je vois tout, répondit Sophia d'un ton mystérieux. La vraie question est, est-ce que toi, tu vois? Avant qu'Alexander puisse demander ce qu'elle voulait dire, l'horloge du couloir sonna 10 coups. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de panique. Je dois partir, s'écria-t-elle en sautant de sa chaise. Maman sort du travail à 22h30. Si elle découvre que je me suis encore échappée. Attends, lança Alexander alors qu'elle courait déjà vers la porte. Comment vais-je te retrouver? Où habites-tu?
Sophia s'arrêta sur le seuil et tourna la tête vers lui, ses incroyables yeux bleus brillant dans la lumière. « Tu n'as pas besoin de me chercher, Monsieur Quint. C'est moi qui te trouverai. Demain soir. Même heure. Mais si quelque chose arrive? Si tu te perds? Si tu te blesses? Et si je ne me perds pas? Et si je ne me blesse pas, répliqua T.L., lui renvoyant ses propres mots. Et sur ces paroles, elle disparut dans la nuit enneigée, laissant Alexander seul dans son manoir, avec le parfum persistant de l'espoir et ce picotement impossible qui parcourait encore ses jambes. Il resta figé, silencieux, de longues minutes qui lui semblèrent des heures, fixant l'endroit où elle s'était tenue, se demandant si la rencontre la plus importante de sa vie n'avait pas été qu'un rêve. Mais l'assiette vide sur la table était bien réelle. La chaleur qui subsistait encore sur sa main était bien réelle. Et la sensation dans ses jambes, faible mais indéniable, l'était aussi. Alexander roula son fauteuil jusqu'à sa chambre et se hissa dans son lit, un geste qu'il avait répété des milliers de fois. Mais cette nuit-là était différente. Allongé dans l'obscurité, il pouvait sentir les draps contre ses jambes. Le poids de la couverture. Il pouvait sentir l'espoir. Pour la première fois en 20 ans, Alexander Quint s'endormit en croyant que demain pourrait être différent d'aujourd'hui. Il ignorait qu'en moins de 24 heures, son monde serait bouleversé de fond en comble, et que la petite fille au manteau rose en lambeaux lui apporterait une révélation qui ébranlerait tout ce qu'il pensait savoir sur les miracles, la famille et le pouvoir impossible de la foi d'un enfant. Mais avant cela, il allait devoir survivre à la plus longue journée de sa vie. Car la rumeur du miracle de Sophia commençait déjà à se répandre, apportant avec elle des dangers qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le lendemain matin, Alexander se réveilla convaincu que tout n'avait été qu'un rêve. La sensation dans ses jambes avait disparu, remplacée par l'engourdissement familier qui l'accompagnait depuis 20 ans. Il fixa le plafond, se sentant stupide d'avoir cru qu'une enfant de 6 ans pouvait accomplir ce que les plus grands médecins du monde n'avaient pas su faire. Évidemment que ce n'était pas réel, marmonna-t-il en se transférant dans son fauteuil avec des gestes bien rodés. Je deviens fou. Mais en entrant dans sa cuisine pour préparer du café, il s'arrêta net. Là, sur son plan de travail immaculé, reposait un petit morceau de papier plié en forme de cœur. D'une main tremblante, il l'ouvrit. Un message écrit au crayon de couleur s'y trouvait. Merci pour la nourriture, Monsieur Quint. À ce soir. Avec amour, Sophia. PS, touche ton genou gauche. Le cœur d'Alexander se mit à battre la chamade. Il regarda autour de lui, incrédule. Comment avait-elle pu laisser ce mot? Toutes les portes étaient verrouillées. Le système de sécurité armé. Et pourtant, presque malgré lui, il posa sa main sur son genou gauche, comme l'indiquait la note. La décharge d'électricité qui parcourut sa jambe fut si violente qu'il faillit tomber de son fauteuil. Non seulement il sentait son genou, mais la sensation s'étendit jusqu'à sa cheville, puis remonta jusqu'à sa hanche. Pendant un bref instant, un instant impossible, il sentit sa jambe gauche comme si elle n'avait jamais été brisée. « C'est impossible », murmura-t-il. Mais même en prononçant ces mots, il appuya plus fort sur son genou. La sensation était enivrante. Après 20 ans de néant, chaque sensation était comme un cadeau venu du ciel. Son instant d'émerveillement fut brisé par la sonnerie de sa porte d'entrée. Puis une autre, et encore une autre. Alexander fronça les sourcils en se dirigeant vers son moniteur de sécurité, s'attendant à voir un livreur ou peut-être son jardinier. À la place, il vit une foule. Au moins 50 personnes se tenaient devant ces grilles, brandissant des pancartes, criant et se pressant contre les barreaux de fer. Certains portaient des symboles religieux, d'autres des caméras, et quelques-uns installaient ce qui ressemblait à du matériel de reportage. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» marmonna Alexander en montant le volume de son système de sécurité. « Guérisseur miraculeux !» criait quelqu'un. « Nous voulons voir le guérisseur. »« Guéris ma fille !» hurla une femme, tenant une photo au-dessus de sa tête. « La puissance du Christ te l'ordonne !» lança un homme en agitant une croix. Le sang d'Alexander se glaça. Comment savait-il? Comment pouvait-il être au courant de Sophia? Il n'en avait parlé à personne,
et elle n'était qu'une enfant. C'était impossible. Son téléphone se mit à sonner, puis sa ligne fixe, puis son portable professionnel. Tout à la fois, créant une symphonie de chaos électronique qui lui donna le vertige. D'une main tremblante, il décrocha son portable. « Bonjour, Monsieur Quint. Ici Rebecca Martinez de Channel 7 News. Nous recevons des rapports affirmant qu'un guérisseur miraculeux a visité votre maison hier soir. Une jeune fille capable de faire marcher à nouveau des paralysés. Pouvez-vous commenter ?» Alexander raccrocha immédiatement, mais le téléphone se remit à sonner dans la seconde. « Monsieur Quint, ici le Daily Herald. Nous aimerions vous interviewer à propos du miracle. » Il raccrocha encore. Dehors, la foule grossissait. Alexander voyait des fourgons de télévision arriver, des journalistes installer leurs caméras, et de plus en plus de personnes désespérées arriver avec fauteuils roulants, béquilles, photos de proches malades. Mais le pire n'était pas la foule, ni les journalistes, ni les téléphones. Le pire, c'était la peur qui grandissait dans sa poitrine comme de l'eau glacée. Si ces gens cherchaient Sophia, s'ils savaient pour son miracle, alors elle était en danger. Une fillette de 6 ans errant seule dans les rues, avec des foules de désespérés à sa recherche. Alexander attrapa son téléphone et composa le 911. « Service d'urgence, quelle est votre urgence ? » « J'ai besoin d'une protection policière pour une enfant, » dit-il d'une voix urgente. « Il y a une foule de gens qui cherchent une fillette de 6 ans et j'ai peur qu'ils ne lui fassent du mal. »« Monsieur, pouvez-vous être plus précis ? Quel est le nom et l'adresse de l'enfant ? » Alexander réalisa avec horreur qu'il ne connaissait ni le nom de famille de Sophia, ni son adresse, ni même l'école qu'elle fréquentait. Il ne savait rien d'elle, sauf qu'elle était pauvre, que sa mère travaillait 3 emplois, et qu'elle croyait au miracle. « Je ne sais pas, avoua-t-il. Mais elle est en danger. Des gens la cherchent, des foules entières, et ce n'est qu'une petite fille. Monsieur, sans information plus précise, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Si vous êtes inquiet pour un enfant en particulier, vous devriez peut-être contacter les services de protection de l'enfance. » Alexander raccrocha, furieux. « Les services sociaux ? Cela prendrait des heures, peut-être des jours. Et d'ici là, il serait trop tard. » Il retourna vers son moniteur de sécurité, de plus en plus alarmé en voyant la foule grossir jusqu'à dépasser la centaine de personnes. Certaines semblaient vraiment désespérées, des parents tenant des enfants malades, des personnes âgées en fauteuil roulant, des familles serrant des dossiers médicaux. Mais d'autres paraissaient dangereuses, des hommes au regard halluciné criant des prophéties religieuses, des femmes s'évanouissant d'extase mystique, et même ce qui ressemblait à des membres de sectes vêtus de tuniques identiques. Et au milieu de tout cela, Alexander remarqua quelque chose qui lui glaça le sang, une berline noire aux vitres teintées garée de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, il distingua les silhouettes de plusieurs personnes observant sa maison avec des jumelles. Son ex-femme. Caroline. Alexander aurait reconnu cette voiture entre mille. C'était la même qu'elle utilisait lors de leur divorce houleux, quand elle avait engagé des détectives privés pour le faire suivre et documenter sa dégradation mentale afin d'obtenir une plus grosse pension. Mais que faisait-elle ici maintenant ? Et pourquoi observait-elle sa maison avec ce qui ressemblait à une équipe d'avocats ou d'enquêteurs ? Avant qu'il n'ait le temps de comprendre cette nouvelle menace, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, lorsqu'il vérifia le moniteur, il vit un visage familier qui fit bondir son cœur de soulagement. La docteure Patricia Winters, sa neurologue, se tenait devant le portail, son sac médical à la main, l'air soucieuse et légèrement dépassée par la foule qui l'entourait. Alexander ouvrit immédiatement le portail et observa la docteure se frayer un chemin à travers la masse, ignorant leurs supplications désespérées de guérison et de miracle. Elle atteignit sa porte juste au moment où plusieurs journalistes tentaient de la suivre à l'intérieur. « Ferme !» cria-t-elle. Alexander claqua le portail à temps pour retenir la foule à l'extérieur. La docteure Winters entra dans le hall, haletante et secouée. « Alexander, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe ? J'ai reçu 6 appels différents ce matin prétendant que vous marchiez à nouveau. L'hôpital est envahi de gens réclamant des informations sur un soi-disant guérisseur miraculeux. Et cette foule dehors, elle frissonna. Je n'ai jamais rien vu de tel.
Patricia, j'ai besoin que vous m'examiniez, dit Alexander avec urgence. Il s'est passé quelque chose d'impossible hier soir, et je dois savoir si c'est réel, ou si je perds la tête. La docteure posa son sac et lui lança ce regard prudent qu'elle réservait aux patients qu'elle soupçonnait de crise psychologique. Alexander, nous en avons déjà parlé. Votre moelle épinière a été complètement sectionnée lors de l'accident. Les dommages sont permanents, irréversibles. Il n'existe aucune procédure médicale, aucun traitement, aucun miracle qui puisse. Touchez mon genou, l'interrompit Alexander. Quoi? Touchez simplement mon genou gauche et dites-moi ce que vous sentez. La docteure Winters hésita, puis s'agenouilla près de son fauteuil roulant et posa sa main sur son genou. Alexander, je ne comprends pas ce que vous. Elle s'interrompit brusquement, ses yeux s'écarquillant. Tu as senti, toi aussi? Dit Alexander, la voix à peine un souffle. Ma jambe a bougé. C'est moi qui l'ai fait bouger. La docteure Winters retira brusquement sa main comme si elle s'était brûlée. C'est impossible. J'ai dû l'imaginer. Tu ne peux pas retrouver un mouvement volontaire après 20 ans de paralysie complète. Mais même en prononçant ces mots, Alexander vit le doute dans ses yeux. La certitude scientifique qui avait façonné toute sa carrière se fissurait, et ils le savaient tous les deux. Ce n'est pas tout, dit Alexander. Il se pinça la cuisse gauche assez fort pour y laisser une marque. Je sens ça. Je sens tout, de la hanche jusqu'à la cheville. La docteure Winters attrapa un marteau à réflexe d'une main tremblante. C'est impossible, murmura-t-elle. Mais laissez-moi tester vos réflexes. Elle tapa son genou avec le marteau, et sa jambe réagit aussitôt, un réflexe normal, sain, quelque chose d'inimaginable chez un homme dont la moelle épinière avait été sectionnée. Le marteau glissa de ses mains et tomba bruyamment au sol. Comment est-ce possible, chuchota TL. Une petite fille, dit Alexander. Elle a 6 ans. Elle a touché mes jambes et quelque chose a changé. Je sais ce que ça paraît, mais... Alexander, écoutez-moi attentivement, l'interrompit la docteure Winters, sa voix pressante. Si ce que vous dites est vrai, si vous retrouvez vraiment la sensation et le mouvement, il faut vous emmener à l'hôpital immédiatement. Nous devons faire tous les tests, tout documenter, comprendre ce qui arrive à votre système nerveux. Je ne peux pas partir, répondit Alexander en jetant un regard vers la foule dehors. Elle revient ce soir. La petite fille. Et avec tous ces gens qui la cherchent. Vous voulez dire que l'enfant qui vous a soi-disant guéri revient ici? Ce soir? La docteure Winters paraissait horrifiée. Alexander, avez-vous la moindre idée du danger que cela représente? Il y a des fanatiques religieux dehors qui feraient n'importe quoi pour mettre la main sur quelqu'un qu'ils croient capable de miracles. Et d'autres qui feraient du mal à un enfant juste pour prouver que les miracles n'existent pas. Comme pour appuyer ces paroles, une pierre fracassa la fenêtre d'Alexander, suivie de cris furieux. Faites sortir la guérisseuse. Nous avons droit au miracle. Faux prophète. Alexander et la docteure Winters se baissèrent tandis que d'autres pierres fusaient. La foule devenait violente, leur désespoir et leur ferveur religieuse atteignant un point de rupture. Appelez la police, docteur, dit Winters en attrapant son téléphone. Ça devient incontrôlable. Mais avant qu'elle ne compose le numéro, la sonnette retentit. Alexander regarda l'écran de surveillance et son cœur manqua un battement. Là, devant son portail, minuscule et terrifiée au milieu de la foule enragée, se tenait Sophia. Elle portait toujours son manteau rose élimé de la veille, mais il était désormais déchiré et sale. Ses cheveux blonds étaient en bataille, ses joues couvertes de larmes, tandis que des mains désespérées s'allongeaient vers elle, la suppliant de guérir leurs proches. C'est elle, hurla quelqu'un. L'enfant miracle. La foule se rua vers Sophia comme une vague déchaînée, et Alexander vit avec horreur la fillette disparaître sous une marée de corps avides. Non, cria-t-il, sa voix résonnant dans tout le manoir. Sans réfléchir, sans se soucier de son fauteuil ou de ses limites, Alexander fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 20 ans. Il tenta de se lever, et, miraculeusement, ses jambes soutinrent son poids. Pour la première fois en 2 décennies, Alexander se tenait debout sur ses propres pieds.
Mais il n'eut pas le temps de savourer l'instant, pas le temps de comprendre le miracle qui se produisait dans son propre corps. Car dehors, la petite fille qui lui avait rendu ses jambes était en train d'être écrasée par ceux-là même qui voulaient profiter des miracles qu'elle pouvait offrir. La docteure Winter se le fixa, bouleversée. « Alexander, vous êtes debout. Vous êtes vraiment debout. Appelez les urgences, dit-il d'une voix glaciale malgré le chaos. Dites-leur qu'un enfant est en danger immédiat. Et ensuite, aidez-moi à la rejoindre. Vous ne pouvez pas sortir. Vous avez été en fauteuil pendant 20 ans. Même si vous pouvez vous tenir debout, vous ne pourrez pas traverser cette foule. » Alexander baissa les yeux vers ses jambes retrouvées, puis reporta son regard vers l'écran où Sophia n'était plus qu'une silhouette écrasée sous la masse. « Regardez-moi bien, dit-il. » Et pour la deuxième fois en 24 heures, Alexander s'apprêta à voir son monde bouleversé. Mais cette fois, il ne serait pas celui qui recevrait un miracle. Cette fois, il serait celui qui l'apporterait. La foule dehors devenait chaque seconde plus violente. Et quelque part dans ce chaos, une fillette de 6 ans luttait pour sa vie. La même qui lui avait offert l'impossible cadeau de l'espoir. La même qui venait de lui apprendre qu'il y avait des choses pour lesquelles il valait la peine de se lever, littéralement. Mais alors qu'Alexander se préparait à affronter la masse, il ignorait encore que, dans la berline noire garée de l'autre côté de la rue, des gens attendaient précisément ce moment. Des gens avec un plan bien différent pour lui, et pour l'enfant miracle.